Bienvenue sur le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je suis également patient expert et RU, représentante des usagers. Après 10 ans de service dévoué dans une association en lien avec le diabète, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures. En créant ce podcast, je veux continuer à accompagner les patients diabétiques et à partager mon expérience. En outre, en utilisant mon expertise, je veux t'aider à comprendre que plus tu apprends sur le diabète, mieux tu arrives à le gérer efficacement et à améliorer ta qualité de vie avec cette maladie chronique. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète, mais aussi à toi qui soutient et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Éric Tamin, diabétique de type 1, patient expert et président de l'Association française des diabétiques des Alpes du Sud. Bonjour Éric. Bonjour Nathalie. Éric, peux-tu te présenter ? Eh bien, voilà, je suis donc, comme Nathalie vient de nous le dire, eh bien, je suis diabétique de type 1 depuis maintenant 40 ans. J'ai fêté mes 60 ans au mois de septembre, donc ça fait 40 ans que je vis avec mon compagnon diabète. Alors, ce diabète, est-ce que tu peux nous en parler ? À quel âge il s'est déclaré ? Enfin, tu as dit que ça fait 40 ans et ça faisait donc... Voilà, donc en définitive, j'étais de profession, j'ai toujours été cuisinier. Donc j'étais au début de ma carrière, je travaillais sur Paris avec donc la vie parisienne que l'on peut avoir lorsqu'on a 20 ans. Et puis voilà, comme tous les diabétiques de type 1, j'ai eu les mêmes symptômes, c'est-à-dire une grosse fatigue, fort amaigrissement, une soif intense sur lequel on s'hydrate pas forcément qu'avavec de l'eau. Alors donc très souvent l'eau on en a un peu marre, alors donc on va consommer du sucré, voilà, donc ça a duré à peu près un mois. Ayant toujours été un enfant fragile du foie, eh bien j'ai pensé que je faisais une crise de foie, voilà. J'étais loin de mes parents puisque mes parents étaient dans le sud, donc je me suis j'ai fait une automédication à l'hépatoum, j'ai dû boire des litres et des litres d'hépatoum, mais bien sûr ça réglait absolument pas le souci, jusqu'à un moment donné où j'ai pris l'initiative d'aller voir quand même le médecin. Et puis voilà, j'étais au travail quand le médecin m'a appelé et il m'a dit monsieur Thomas, il faut de suite rentrer à l'hôpital. Alors, je lui dis non, de suite non, demain si vous voulez, mais ce soir j'ai donc un service à assurer, donc j'ai assuré mon service. Et puis voilà, le lendemain je suis allé à l'hôpital sans même savoir ce qu'était le diabète, parce qu'en définitive dans ma famille personne avait de diabète, encore moins de type 1 et donc type 2 non plus. On a cette chance-là aussi bien côté maternel que paternel. Donc c'était vraiment une pathologie qui était sur laquelle j'avais une ignorance totale. Donc je suis arrivé, le médecin m'avait dit de prévoir donc des affaires pour plusieurs jours, et je suis arrivé avec mon sac comme on débarque dans un hall de gare en disant oui, il paraît que je suis malade. Et puis voilà, l'aventure a commencé avec 3 semaines donc à l'hôpital, et puis l'insulinothérapie comme elle était enseignée il y a maintenant 40 ans, et puis surtout la découverte que maintenant ma vie allait être différente, que j'étais dépendant à l'insuline. Voilà, ça a été le début de cette grande aventure. Et tu l'as vécu comment, cette annonce ? L'annonce, en définitive, ça n'a pas été un coup de bambou. J'ai pas été donc dans le déni, parce qu'en définitive, oui, on m'avait dit que il fallait que je revoie mon alimentation, mais bon, étant cuisinier, l'alimentation c'était quelque chose que je maîtrisais. Donc, quand on me parlait de manger des légumes, etc., je savais comment les manger, comment les cuisiner, Voilà, j'ai vraiment pas 40 ans après, un souvenir où c'est que, comme on peut entendre sur d'autres témoignages, où il y a eu vraiment une massue qui est tombée avec donc
quelque chose d'insurmontable. Ça a été ce qui a été peut-être compliqué, ça a été les injections qui se faisaient bien sûr à la seringue jetable, parce que en 80 il y avait les seringues jetables, et c'était de se piquer. De se piquer, ça a été un geste qui a été compliqué. Ça a été, je pense, et la plus grosse contrainte que j'ai pu avoir sur le diagnostic du diabète. Oui, il faut dire qu'à l'époque, les traitements, c'est pas les mêmes traitements qu'aujourd'hui. C'est ça. À l'époque, on était vraiment sur une approche, même une approche thérapeutique, qui était très hospitalière, qui était pas forcément dans l'accompagnement comme on peut connaître actuellement. Mais voilà, je me rappellerai toujours de ce qui était bien fait en définitive, c'est que en définitive on nous avait enseigné, puisqu'on était 4, je crois. Il y avait un adulte, on était 3 ados, et il y avait, deux jeunes adultes et ados, et il y avait un petit qui avait un enfant qui avait 6 ans et qui était apparemment habitué donc au service et qui nous avait montré comment se piquer ou se piquer. Et c'est donc quelque chose qui a été superbe et qui me resterait toujours gravé dans ma mémoire. C'est fou ça. Voilà, donc c'est donc je le revois là, il était sur la petite table avec son flacon, etc. Il a fait ses unités, il s'est piqué, il nous expliquait comment faire, purger la seringue. Ah oui, ça avait été un peu magique parce qu'en définitive, je me dis si lui le fait aussi aisément, voilà, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Oui, on relativise tout à tout moment quand on voit ça. C'est ça. Et je me rappellerai également, la seule, j'ai toujours été sportif. J'avais levé le pied entre l'école hôtelière et puis cette vie parisienne. Mais il y avait donc, on nous avait bien dit que l'activité physique était indispensable. Et il y avait 2 vélos, je me souviens, 2 vélos donc d'appartement dans le service, qui étaient dans le hall devant une vitre. Là, il y avait la machine à café à côté, je me rappelle. Et donc, j'allais pédaler. Je pédalais, alors matin, midi et soir, j'arrêtais pas de pédaler. Du coup, tu es resté longtemps 3 semaines. À l'hôpital? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines pour le rééquilibrage, pour l'éducation, oui. 3 semaines. 3 semaines, donc mis d'abord sous pompe pouce-seringue, puisqu'à l'époque on nous mettait sous pouce-seringue, donc c'était un peu impressionnant quand même. Mais voilà, ça, et ça a quand même duré 3 semaines. D'accord. Et après, quand t'es sorti avec des injections? Alors, je suis sorti donc avec des injections, mais j'étais en bithérapie. Alors, j'étais donc, je me souviens, j'avais de l'injection, mais j'avais du Nicobion et du Daonil, c'est-à-dire c'est l'équivalent, si je ne me trompe pas, Nicobion, c'est actuellement la metformine. J'avais ça que j'ai vite lâché en définitive parce que de toute façon l'équilibre n'était pas au rendez-vous. Il fallait donc passer réellement à l'insuline. Bon, après c'était sûrement le schéma thérapeutique qu'ils appliquaient à l'époque, alors que j'avais été diagnostiqué de suite en type 1. Donc, par rapport à ça, ça a été le début. Alors donc, si on revient aux injections, je me rappellerai toujours parce que quand je suis sorti, j'étais en maladie. Je suis retourné chez mes parents le temps d'eux, et je me rappellerai tout le temps ce moment où c'est que j'étais seul dans la salle de bain, assis dessus le tabouret, à me faire ma première injection, tout seul, en dehors de l'hôpital. Et là, j'ai dû mettre 10 minutes à me piquer. Je le faisais très bien à l'hôpital, mais le fait d'être seul, d'être dans la vie du quotidien avec ma pathologie, j'ai eu un frein. Il y avait quelque chose qui se passait, et j'ai réussi à le passer. Mais là, ça a été quelque chose qui a été, dont je me rappellerai tout le temps. C'est sûr.
Et du coup, au fil des ans, ça évolue. Enfin, en même temps, tu devais faire des dextros, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de capteur. Oui. Donc, dextro, seringue. C'est ça. C'était une très grosse charge mentale. C'est-à-dire que c'était dès que on sentait quelque chose qui allait pas, est-ce une hyper, une hypo, hop, il fallait s'isoler, prendre donc le lecteur de glycémie qui mettait 1 minute, puisqu'à l'époque il n'existait que le glucométeur. Il était en métal, je me souviens, il était gros comme un petit portable, hein, mais du moins beaucoup plus gros que ce que l'on connaît actuellement. C'était donc une lecture numérique. On n'était pas du tout sur la même lecture, ça me prenait 1 minute. Et puis après, voilà, on jonglait avec. Il fallait avoir toujours son insuline en flacon avec soi. Il fallait avoir ses seringues avec soi. C'était vraiment une charge mentale que on connaît plus aujourd'hui. C'était lorsque j'allais au restaurant, c'était aller aux toilettes avant. Se mettre sur la cuvette des WC ou bien sur le rebord s'il y avait un rebord dévié, sortir tout l'attirail pour la glycémie, pour se faire l'injection, etc., etc. Un peu comme on peut dire un toxico qui va aller prendre sa dose avant de voilà. C'était le quotidien du diabète à l'époque. Mais bon, personnellement, je l'ai très bien vécu. J'ai toujours suivi mon traitement. J'ai pas forcément bien, mais du moins j'ai toujours été, rigoureux sur les glycémies avant les repas, les glycémies post-prandiales, les glycémies dès qu'il y avait quelque chose. J'avais toujours mon matériel avec moi. Dès le début, je savais que j'étais dépendant de ce que j'appelle maintenant, à l'époque je l'appelais pas comme ça, de mon eau de vie, qui est l'insuline. Ah, pas mal. Voilà. Donc dès le début, c'est pour ça que, en définitive, est-ce parce que j'ai pas eu de période de déni? Ça m'a permis effectivement, parce que avec une vie parisienne, je prenais un peu la tangente de laisser tomber le sport, parce qu'il y avait d'autres priorités, l'amusement, etc., hein, tout ce qu'on peut avoir à 20 ans. Et en définitive, j'avais un copain d'enfance qui était avec moi sur Paris, qui lui fait d'ailleurs on est toujours amis, a toujours fait de l'activité physique, malgré le fait qu'il a fait sa carrière en cuisine, et du coup je me suis remis à faire du sport avec lui. Alors ça a été d'abord la course à pied au bois de Boulogne ou bien dans les bois autour de Paris. Je me suis remis au sport parce que on nous avait bien dit que les piliers d'un diabète équilibré, c'était la thérapie, que c'était la médication, que c'était l'activité physique et l'alimentation. Donc de suite, je me suis dit il faut que je fasse de l'activité physique pour éliminer ce sucre qui est mal géré par mon corps. Ouais. Et après, avec l'évolution des traitements, comment ça s'est passé? Tu as été mis sous pompe à quel moment? Ou sous stylo? Comment tu as fait? Alors, en définitive, je suis resté, du stylo, de la seringue, je suis passé au stylo qui était pas jetable encore, où c'est qu'on mettait les petits flacons dedans. Il en existe encore d'ailleurs. Après, ça a été le stylo jetable, l'évolution classique. Et puis, en définitive, quand je me suis installé à la montagne avec mon épouse, j'ai laissé tomber un peu parce qu'en définitive, les endocrinologues sur lesquels j'étais suivi en ville, on va dire, dans les grandes agglomérations, puisqu'on était plutôt citadins. En zone rurale, ça nécessitait de devoir faire 50 kilomètres pour aller voir le spécialiste. Et en plus, le spécialiste qui me suivait, ça collait pas trop. Voilà, c'est-à-dire, j'avançais pas, il m'apportait pas grand-chose. J'allais le voir uniquement pour qu'il me represcrive donc les ordonnances. Donc, je me suis laissé porter par mon médecin généraliste, qui lui faisait très bien le travail aussi, mais du moins sur lequel je me suis aperçu qu'à un moment donné,
journée, le médecin m'a dit, Eric, tu as une hémoglobine glycée à 9,5, il faut que tu revoies un spécialiste. Donc ça a duré à peu près 3-4 ans, cette histoire-là. Et c'est là où c'est important de savoir que les rencontres avec les soignants dans notre carrière de diabétique est hyper importante. J'ai rencontré non pas un endocrinologue, mais un néphrologue avec une spécialisation en diabétologie, qui a été vraiment une révélation. C'était sur Gap et ce monsieur prenait le temps. C'est simple, on prenait les consultations toujours en fin d'après-midi parce que derrière il avait personne. Je passais 1 heure, 1 heure et demie en consultation avec lui. Et donc on échangeait sur le quotidien, comment ça se passait. Il me donnait des informations, il y avait vraiment une relation. Et c'est lui qui en définitive m'a parlé de la pompe. Parce que quand je suis arrivé avec une hémoglobine glycée à 9,5, eh bien, il a réessayé donc de me rééquilibrer avec différents protocoles. Bon, derrière, est-ce que moi j'étais sérieux avec l'alimentation? Pas vraiment non plus. Donc, c'était quand même revenu un peu dans la norme, mais c'était pas encore ça. Et il m'avait parlé de la pompe insuline. À l'époque, c'était juste la pompe insuline, le pouce seringue avec donc la possibilité de mettre un timing sur la basale. Et je me rappellerai toujours quand j'étais rentré à la maison, quand j'avais annoncé ça à mon épouse, elle m'a dit « Ah non, de toute façon, tu supporteras pas ça ». Et en définitive, l'équilibre étant toujours pas au rendez-vous, c'est moi qui suis retourné vers lui en disant « Docteur, si je l'essaye, est-ce que je peux revenir au stylo ?» Mais il m'a dit oui, il n'y a aucun souci. Et de là, je l'ai essayé et donc la pompe ne m'a plus jamais quitté. Voilà. Et par rapport à ça, en définitive, il y a eu l'évolution. La pompe, ça doit faire 18 ans à peu près que je suis sous pompe. 18, oui, ça doit faire ça, 18 ans. Je suis passé après en boucle semi-fermée. Ça doit faire à peu près 7 ans. Et alors là, ça a été donc bien sûr dès le début de la pompe un équilibre qui était à peu près à 7,5. La boucle semi-fermée parce qu'en définitive j'avais tendance à faire des hippos nocturnes. Donc il m'avait prescrit cette pompe-là qui m'a donné un grand confort de vie, c'est-à-dire fini les hippos nocturnes ou très rares, ou alors c'était vraiment justifié parce qu'il y avait eu une erreur donc de dosage ou donc de quantification des glucides au dîner. Et puis voilà. Et puis donc ce monsieur donc étant hospitalier, on lui a enlevé les consultations. Il m'a donc conseillé d'aller voir une nouvelle diabétologue qui est une jeune diabétologue sur la grande ville, là où c'est que j'allais. Et là maintenant, ça doit faire 6 ans qu'elle me suit. Et lorsque Medtronic, pour pas le citer, donc était en expérimentation pour la boucle fermée. Ils avaient demandé donc à ce médecin si elle avait un patient qui souhaitait faire les tests finaux de la pompe. Et quand elle m'a appelé, étant un grand aventurier, j'ai automatiquement dit oui. Et là, ça a été vraiment la boucle fermée. Pour moi, c'est que du bonheur de vivre le diabète avec une boucle fermée. C'est super. Avec une hémoglobine glycée qui est maintenant entre 6,5, 6,8 au pire, que j'aimerais faire baisser encore. Parce que j'ai une marge de manœuvre, mais après, tout dépend de moi. Mais voilà, la boucle fermée, pour moi, c'est vraiment une évolution fantastique. Et par rapport à ce qu'on a pu connaître avec le diabète, quand je repense au flacon avec la seringue, je me rappellerai toujours. Oui, je me rappellerai toujours. L'évolution. Ah oui, je me rappellerai toujours. On était à Chamonix, je me souviens. J'étais dans un centre en hébergement, je crois. On était monté en congé dans une maison des jeunes. Et le flacon m'échappe des mains et donc il éclate par terre.
Donc plus d'insuline. Je vais à l'officine, j'avais pas mon ordonnance parce que j'étais absolument pas organisé avec mon diabète. Donc la complexité d'appeler, voilà, c'était très compliqué. Chose que maintenant, voilà, on n'a plus ces inconvénients là, quoi. C'est clair. On a de la chance par rapport, oui, à ce que c'était avant, quoi. C'est ça. Mais bon, même avec la boucle fermée, tu fais quand même encore de l'activité physique, tu fais attention à ton alimentation. Tout à fait. La boucle fermée, c'est pas non plus magique, hein. La boucle fermée va permettre d'améliorer donc son hémoglobine glyquée, donc son équilibre, puisque on sait que le diabète, ce qui est nocif à travers le diabète, c'est qu'il soit déséquilibré. Maintenant, avec tout ce matériel-là, on peut dire que l'on peut vivre en bonne santé avec un diabète. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, si le diabète est équilibré, on va être similairement, avec tout petit peu de sucre en plus qu'une personne qui n'est pas diabétique. Mais on peut vivre longtemps et en bonne santé avec un diabète. Maintenant, ça ne fait pas tout. Il faut également donc avoir des connaissances donc au niveau alimentation pour savoir comment bien s'alimenter. On n'a plus d'interdits comme on pouvait avoir il y a 40 ans. Je me rappellerai toujours à l'hôpital, on m'avait dit, on nous avait dit, au niveau alcool, vous avez droit uniquement au whisky et au champagne brut. Donc moi, j'avais tenté le whisky, mais même en essayant des grandes marques, ça passe vraiment pas. Et le champagne brut, voilà, j'ai pas les moyens d'avoir du champagne tous les jours à la maison. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui ont évolué et puis tant mieux, grâce justement à l'insulinothérapie fonctionnelle, qui fait que maintenant, on apprend donc à bien s'alimenter, on apprend à gérer l'insuline avec l'activité physique, ce qui fait qu'il n'y a plus d'interdit dans les activités que l'on peut faire. Il suffit de bien se connaître. Oui. C'est clair, ça c'est clair qu'il faut se connaître et en plus il faut être un petit peu diététicienne, un petit peu scientifique. C'est ça. C'est-à-dire que je dis toujours, on est notre propre laboratoire. Il y a des livres sur le diabète, il y a des recommandations sur le diabète, mais c'est à nous de se les approprier et surtout de oser tester. Pourquoi ? Parce que en définitive, donc, l'effet de l'alimentation chez une personne va être différente que chez une autre personne, qu'elle soit diabétique ou pas. Mais quand on est diabétique, on a notre mouchard. Le mouchard, maintenant, ce sont les lecteurs de glycémie en continu. Il faut utiliser cet outil qui, depuis 2016, nous a apporté énormément au niveau de notre compréhension de la pathologie. Aussi bien avant, on faisait certes, on faisait les glycémies, on les notait pas forcément. Parce qu'effectivement, moi le premier, les carnets de glycémie, je les remplissais au dernier moment, juste avant la consultation, pour faire plaisir au médecin. Le médecin, il voyait bien que de toute façon, le carnet avait été rempli, c'était pas la vraie vie. Ma vraie vie avec le diabète. Mais de toute façon, il n'avait pas d'autre moyen de pouvoir me convaincre à prendre un outil qui soit fiable. Donc, les lecteurs de glycémie en continu, à sa sortie en 2016, ont été vraiment un événement pour le patient et pour le professionnel, pour pouvoir travailler main dans la main et surtout pour que le patient puisse tester, voir, se dire, voilà, je bois une bière, bien moi, ça me fait monter de temps. Je mange une pâtisserie, ça me fait monter de temps. Donc, du coup, automatiquement, je vais mettre tant d'unités. Et il faut pas hésiter. Je reprends l'exemple, un exemple parce que ce qui me plaît dans cette pathologie-là, en étant patient, c'est que c'est un peu sans fin au niveau de la découverte de la pathologie. Et on a toujours des choses à apprendre. Et dernièrement, j'ai lu dessus un livre, la quantité de glucides qu'apportait un sushi. En définitive, lorsque le soir, je me faisais des plateaux sushi, il y avait 21 sushis, entre 5 et 7 grammes de glucides par sushi, tu peux bien imaginer la quantité que ça fait. Donc, je passais des nuits qui étaient pourries au niveau hyperglycémie. Oui. En définitive, quand j'ai lu ça, j'ai donc fait mon calcul. J'ai fait une quantité complètement hallucinante d'insuline parce qu'effectivement, j'étais au-delà de mes ratios.
Mais je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas grave. Et il y a les alarmes. J'ai le jus de fruits sur la table de nuit. Puis en définitive, la nuit, c'est très bien passé. Donc, on se dit, bah voilà, en définitive, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir et on se rend compte qu'on peut se faire plaisir. On peut se manger une pizza. On peut se manger. Il suffit de savoir, mais ça, c'est vrai que, et ça s'apprend. Pour en revenir à ta question tout à l'heure, la boucle fermée, c'est vrai que c'est une aide à la conduite. Je compare ça à une voiture. On a connu, moi j'ai connu les voitures et j'étais longtemps en C15 parce que c'est très pratique. Et quand du C15 je suis passé, il y a pas si bien longtemps, ça fait que 15 ans que j'ai des voitures comme on a aujourd'hui. J'ai eu plein de boutons, plein d'aide à la conduite. Et donc la boucle fermée, c'est de l'aide à la conduite. Par contre, il faut quand même savoir conduire. Elle ne fait pas tout. C'est vraiment une belle métaphore. Oui, enfin moi c'est comme ça que je l'image et que voilà donc ça n'empêche pas qu'effectivement il faut pas hésiter. Sur mon parcours de patient diabétique, on en parlera après. J'accompagne d'autres patients et je leur dis toujours le nombre de patients que je peux rencontrer qui sont sous insuline et qui n'ont jamais fait de stage d'insulinothérapie fonctionnelle. Je trouve ça complètement absurde. Parce que bon, soit c'est eux qui l'ont pas souhaité, mais très souvent c'est pas le cas. C'est le cas que ce sont les soignants qui l'auront pas proposé. Lorsque le médecin à Marseille il m'a mis sous pompe, qu'il a vu que j'étais équilibré, il m'a dit bon Eric, maintenant ça roule. Je peux plus vous apporter grand chose. Je vous conseille, donc je vous propose d'aller donc à Grenoble. Pour aller faire un stage d'insulinothérapie fonctionnelle. Le seul souci, c'est que ça faisait, on va dire, 25 ans que j'étais diabétique et on me l'avait jamais proposé. Ouais, ça c'est sûr qu'on devrait tous le faire. Moi, j'irais même plus loin, même à certains diabétiques de type 2. Oui, tous les diabétiques de type 2 qui sont sous insuline devraient suivre également l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est clair, c'est clair. Même aux diabétiques qui ne sont pas sous insuline, pour expliquer, au niveau d'expliquer certaines choses par rapport à l'alimentation, tu vois, par rapport au calcul. C'est sûr, eux, ils vont pas calculer l'insuline par rapport aux glucides qu'ils mangent, mais qu'en tout cas, ils comprennent que les glucides qu'ils mangent, ce que ça fait sur leur corps, sur leur métabolisme. Et ça, on leur apprend pas non plus. Et du coup, ils savent pas et ils comprennent pas ce qui leur arrive en fait. Non, c'est clair, c'est sûr. Et donc, important. Ouais. Tout à fait. Et donc, on le découvre en ETP, en éducation thérapeutique du patient, sur lequel, il y a, on va dire, 98% des personnes qui participent, qui sont diabétiques de type 2, ils découvrent que le calcul des glucides, lorsque c'est abordé, parce que c'est pas forcément abordé dans les séances d'éducation thérapeutique spécifiques type 2. C'est pas spécifiquement, comme tu dis, abordé. Et alors que ça leur donnerait une ligne de conduite. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça. Tout à fait. Mais justement, tu nous parles de ton engagement, de ton engagement associatif, et d'ailleurs, comment tu y es venu, à l'associatif? En définitive, je m'étais installé à la montagne un peu au moment où c'est que j'avais lâché le spécialiste, où c'est que j'avais une hémoglobine glyquée qui était pas tip top, et donc je crois que c'est lorsque je suis allé voir justement le néphrologue, donc diabétologue, il y avait donc un magazine Équilibre, qui est le magazine de la Fédération française des diabétiques, qui était dans la salle d'attente. Et sur ce magazine-là, je me suis arrêté dessus une page qui était une page de gauche et qui parlait des patients experts. L'accompagnement de patients entre pairs.
Et ayant donc professionnellement toujours été dans le partage, ne serait-ce que le partage de la transformation des aliments pour faire plaisir aux personnes, donc à travers donc les repas que je préparais, l'accompagnement que j'ai pu avoir à travers des apprentis que j'ai formés, la formation, puisque j'ai eu également une période de ma carrière professionnelle en cuisine où j'ai œuvré donc pour un centre de formation pour des jeunes adultes. Je me suis dit tiens, pourquoi pas exposer, aider les autres patients à bien vivre ou mieux vivre leur pathologie. Par rapport à ça, j'ai donc appelé l'association locale qui était avant uniquement sur notre département et je me suis proposé, puisqu'il manquait de bénévoles, comme secrétaire, où c'est que j'avais un petit rôle de secrétaire, où c'est que j'allais que 2 fois par an uniquement pour coller les timbres pour envoyer donc les convocations, mais c'était déjà un premier pas. Et de là, je lui ai demandé si je pouvais faire cette formation-là. Elle m'y a inscrite et la grande aventure a commencé parce qu'en définitive, ça m'a permis d'être formé comme bénévole patient, d'abord comme bénévole actif à la Fédération française des diabétiques, qui est une formation qui se fait en ligne pour comprendre le diabète que l'on n'a pas. Donc on voit tous les diabètes, type 2 que j'avais pas, le diabète gestationnel, le diabète moduit, etc. On voit également de la réglementation, législation, tout ça pour pouvoir sur les stands après pouvoir échanger pour informer les gens sur les stands de prévention, sur des stands d'accompagnement, etc. De là, ça ouvre la possibilité donc de faire la formation. Moi qui m'intéressais du jour où j'ai ouvert justement le magazine Équilibre, donc la formation de bénévole patient expert que j'ai fait en 2018 au siège à Paris, qui m'a permis donc de pas devenir plus expert de ma pathologie, parce qu'en définitive c'est pas du tout le rôle de cette formation-là. Cette formation-là va nous apprendre les techniques de communication que l'on a au travers d'animation individuelle ou alors d'accompagnement individuel ou d'animation de groupe. Ça permet donc de pouvoir animer un groupe, de pouvoir interagir, surtout animer un groupe avec une interaction qui va donc être dans l'échange, pour pouvoir accompagner dans 2 secteurs, c'est-à-dire le secteur donc de l'éducation thérapeutique qui est mené par les professionnels de santé, j'en ai parlé tout à l'heure, où c'est que l'on va co-animer avec donc les professionnels de santé, et donc également l'outil qui a été conçu donc par la Fédération française des diabétiques depuis maintenant je crois 16 ans, qui est donc ce qu'on appelle Élan solidaire, qui sont des séances d'accompagnement qui se font avec un programme qui est donc choisi à la première séance par les patients, construit avec les patients et sur lequel on fait un certain nombre donc d'ateliers qui va donc intéresser les patients, donc activité physique, alimentation, tout ce qui concerne le quotidien du patient, sur lequel on va faire et éventuellement venir des professionnels de santé avec qui on va tout le temps co-animer, puisque l'ADN de ces rencontres, c'est qu'on est entre pairs et que l'animateur est forcément un patient diabétique. C'est vraiment tout un programme. Et c'est vraiment... Tout à fait. Donc, voilà, c'est tout à fait. Ouais. C'est vraiment tout un programme. Et c'est un programme qui est donc financé par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis ses débuts, donc qui est reconnu par le ministère de la Santé. Toutes les associations fédérées, les 75 associations fédérées en font. C'est donc des programmes sur lesquels les personnes diabétiques qui y participent avec, s'ils le souhaitent, leur aidant, puisque c'est ouvert aux aidants, puisque la pathologie se vit en famille, 24 heures sur 24, donc les aidants sont les bienvenus, s'en retrouvent complètement, on va dire, transformés. Ils en ressortent avec une force et une connaissance de leur pathologie qui fait qu'ils en arrivent même, puisque moi c'est des retours que j'ai, ils en arrivent même à bluffer leur médecin généraliste sur la connaissance du diabète.
Ça c'est extraordinaire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y en a les associations de patients. Il y en a au moins une dans toutes les régions de France, voire dans les départements. C'est ça. Alors donc, par manque de bénévoles, malheureusement, il y a eu des regroupements. Comme nous, je disais, moi, j'avais intégré la FED, l'Association française des diabétiques du 04 Alpes du Sud, et il y a eu, quand j'ai pris ensuite j'ai pris la présidence suite au rapide décès malheureusement du président de la FED 05 et à la démission de la présidente de la FED 04 puisque elle partait à la retraite, a été fatiguée. J'ai pris la présidence et on a fusionné les deux associations qui étaient en perte de vitesse. Parce que les bénévoles étaient de moins en moins nombreux et donc ça a permis de remonter un bureau qui a permis donc de pouvoir avoir maintenant une association forte sur nos deux départements. Et notre association fait partie de la région Sud PACA. On est 5 associations à se partager donc toute la région PACA. On a la FED 06, Alpes-Maritimes et Var Est, la FED ex-Pays de Provence, Var Ouest, la FED 0405, la FED de Marseille, et on a la FED du 83 également. Donc on est 5 associations qui faisons partie d'une région avec un comité de région. Et ça, pratiquement dans toutes les régions. C'est ça. Toutes les AFD font partie donc d'un comité de région pour pouvoir faire remonter bien sûr toutes les informations sur la fédération qui nous aide au quotidien à pouvoir œuvrer toujours dans la même optique, c'est-à-dire représenter les 4 millions donc de patients diabétiques que l'on a sur le territoire, qu'ils soient, et ça j'insiste, qu'ils soient adhérents ou non adhérents, vous êtes toujours les bienvenus et surtout on aide tout le monde, qu'ils soient aidants, qu'ils soient adhérents ou non adhérents. Ok, et c'est très important de faire partie de cette grande famille de la Fédération française des diabétiques. Alors pour moi, effectivement, pour moi et pour beaucoup de personnes, mais personnellement, j'ai toujours aimé faire partie d'une communauté. Est-ce le fait que j'ai été fils unique, donc du coup ça m'a manqué effectivement de pouvoir échanger avec des frères ou des sœurs. Donc j'étais toujours à la recherche donc de communautés. Alors ça allait être des grandes familles ou ça allait être donc j'ai eu une période où c'est que je fais de la moto, donc c'était la communauté des motards avec les concentrations de motos, etc. Voilà, et donc instinctivement, je me suis orienté sur cette communauté-là, sur lequel j'avais envie d'apporter beaucoup et surtout dans lequel je me sentais en sécurité, moi et mon diabète. Et il est vrai que en définitive, je crois que j'ai jamais été aussi bien équilibré que depuis que j'ai donc cette fonction d'aider les personnes, de rencontrer des personnes diabétiques et c'est peut-être un peu excessif, mais je suis on va dire H24. Je pense diabète, mais pas forcément penser diabète maladie. Je le conçois pas comme une maladie, mais comme un équilibre de vie. J'en suis au stade où c'est que j'ai associé justement la pathologie à l'alimentation par mon parcours professionnel, qui fait que j'en ai fait un peu la spécificité de notre association fédérée, c'est d'accompagner les gens sur une bonne alimentation variée et surtout plaisir, sur lequel je dis en définitive tout le monde doit consommer comme un patient qui est un diabétique équilibré. Et si tout le monde consomme comme nous, eh bien, les gens se porteront que mieux. Donc, j'ai mis la pathologie passe en arrière. Et on est plus sur conserver son capital santé que surtout être malade et donc vivre avec une maladie. C'est clair que... Et c'est vrai que, en définitive, c'est gagnant.
c'est gagnant parce qu'en définitive, on se rend compte qu'en 5 ans, on a quadruplé nos nombres d'adhérents. On a des gens qui nous appellent régulièrement, on a su avec justement les accompagnements que l'on fait l'an passé, on a accompagné 100 personnes en élan solidaire. Et c'est des gens qui en ressortent ravis, puis on le voit sur les bilans de fin de parcours où c'est que les gens, on a même des gens, moi je m'amuse justement à les appeler les éternels redoublants, parce que quand on finit une session, ils disent comme ça, quand est-ce qu'il y a la prochaine? Voilà, ils en sont devenus dépendants parce qu'une fois par mois, pendant 2 heures, ils s'occupent à 150% de leur diabète et ils ont besoin de ça. Et puis plus on apprend sur notre pathologie et mieux on gère notre pathologie. Et ça, c'est vraiment formidable, hein, franchement. C'est ça. Et plus surtout, on s'enlève de la charge mentale. Et c'est ce qui est dans le diabète en définitive, c'est une pathologie qui fait pas mal, on est bien d'accord. Donc en définitive, si on est déséquilibré, tant qu'on dépasse pas les 1,80 g, 2 grammes, on n'est pas si mal que ça, hein, on n'a pas de ressenti. Donc en définitive, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne ligne de conduite pour pouvoir rester en bonne forme avec la pathologie, et ça c'est vraiment du quotidien, et c'est quelque chose que l'on va acquérir au fur et à mesure. Il ne faut pas être pressé, il faut être au rythme du diabète, qui est une maladie insidieuse et sournoise. Il faut le faire de façon à son rythme et surtout avancer en prenant des acquis, en accumulant les acquis pour enlever tous ces freins que l'on peut avoir, et surtout pour éviter pour enlever au fur et à mesure cette charge mentale que l'on peut avoir. En plus, entre pairs, on se soutient. Chaque conversation, ça renforce. Enfin, franchement, moi je l'ai vu aussi, hein, pareil que toi. Moi, le plus qui m'a fait du bien, c'est de rencontrer d'autres diabétiques. C'est ça. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, moi, dans ma vie de diabétique, hein. C'est ça. C'est-à-dire que dans la mission que j'ai, la mission de président, il y a comme dans toute mission, il y a des choses, que l'on préfère faire. Moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment le face-à-face. C'est les séances. J'oublie ma fatigue, j'oublie tout. Je suis vraiment dessus un nuage. Et quand je finis les séances, je suis ravi de la séance. Je suis ravi parce que il y a un échange, et donc on est tellement dans l'échange qu'en définitive, et c'est ce que je disais encore il y a quelques jours, en définitive, on est dans un monde qui est très violent actuellement, hein, on le sait à travers les événements qu'il peut y avoir. Hein. Lorsque l'on est donc entre patients, qu'on est dans cette communauté-là, en définitive, il n'y a que de l'empathie. Et donc on oublie complètement ce monde dans lequel on vit, hein, on peut pas faire autrement. Et vraiment, qu'est-ce que ça peut faire du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien en 2023 d'accompagner les personnes, même si effectivement des fois c'est compliqué parce qu'on rencontre des gens sur lesquels le parcours avec la pathologie et d'autres pathologies, parce que des fois ils sont multipathologies, on se dit on n'a pas le droit de se plaindre avec notre diabète mais les échanges ont tellement été, les gens ils retrouvent le sourire, ils retrouvent une confiance, ils retrouvent une sérénité, voilà, c'est que du bonheur de pouvoir aider. C'est super. Et à la fédération également, quand on a ce rôle de patient expert, il y a une mission qui nous a été confiée dès que le Covid est arrivé, puisque le Covid les confinements ont été au mois de mars, et dès le mois d'avril, la fédération a mis en place une ligne d'écoute nationale sur laquelle actuellement on est 27 écoutants.
Et toutes les personnes qui souhaitent nous appeler, on est présent de 8h à 20h, 7 jours sur 7, pour répondre à toutes les questions liées à la pathologie, que ce soit juridique, que ce soit au niveau problème donc de discrimination au travail, que ce soit donc au niveau des ruptures que l'on peut avoir sur certaines médications actuellement, que ce soit sur des douleurs que l'on a, est-ce que c'est le diabète, est-ce que c'est pas le diabète, que ce soit voilà. Donc on a vraiment des appels sur tous les sujets sur lesquels on a pour mission de renseigner les gens, de les orienter, de les rassurer, surtout de les rassurer. Et là c'est pareil, c'est que du bonheur également de pouvoir aider les personnes et de pouvoir personnellement voilà, ce sont des missions que je me vois pas arrêter encore, vraiment pas. Non, ça se voit, ça s'entend. Oui, en plus ça fait du bien, quoi. Je veux dire, on fait du bien aux gens, oui. Mais on se fait du bien à soi-même aussi. Hein. Et on se fait du bien à soi-même. Et surtout, ces missions-là, en définitive, qu'on soit patient expert ou qu'on soit ne serait-ce que bénévole, en définitive, on va avoir de l'information qui va être sûre et validée au niveau de notre fédération. On a accès donc à ce qu'on peut appeler vulgairement, on va dire, l'intranet, qui permet nous de pouvoir savoir, ne serait-ce que pour soi-même, pouvoir délier le vrai du faux de ce que l'on peut entendre dans la presse, et donc de pouvoir soi-même pouvoir bien se prendre en charge, avoir les bonnes informations et donc d'être bien équilibré. Moi, je me rends compte que dans les bénévoles qui sont dans mon association, ce que je rencontre lorsqu'on se rencontre sur des rencontres nationales ou bien de région, on est tous dans la même comment dirais-je, dans les mêmes informations et surtout dans le même équilibre parce que on a de l'information, on prend soin de notre diabète avec surtout des choses qui nous font avancer dans le bon sens. Et le fait de donner les informations aux autres personnes, ça permet de se le répéter et de se le graver dans la tête et bien sûr de se l'appliquer. Il faut dire aussi que c'est vraiment géré par des patients. Je veux dire, c'est que des patients diabétiques. C'est ça, c'est vraiment la force justement de la Fédération française des diabétiques, c'est que la fédération est gérée bénévolement uniquement par des bénévoles. Il y a, si je me trompe pas, je crois qu'il y a 14 plein temps en tant que salariés. Donc on n'est pas une grosse fédération au niveau masse de salariés. Ce sont des salariés qui ont des compétences pour moi qui sont plus et qui sont admirables parce qu'ils font un travail fantastique. Hein. Surtout c'est des jeunes donc qui sont qui ont une dynamique et qui sont vraiment au top. Hein. Et après tout le conseil, toutes les personnes qui sont au conseil d'administration, qui gèrent tous les différents segments, etc. Ce sont tous des patients qui sont donc renouvelés selon effectivement à chaque assemblée générale, etc. Et ça permet d'avoir une association qui est donc hyper dynamique, toujours active, surtout par rapport à la législation. On connaît les métiers interdits, on connaît le permis de conduire, etc. Ils travaillent donc au quotidien auprès justement des instances qui s'occupent de ça au niveau national pour pouvoir faire avancer les choses, et les choses avancent. Et la fédération fait avancer les choses. Oui, tout à fait. Ils font un gros travail, un énorme travail. Oui. C'est un énorme travail avec effectivement il y a beaucoup d'objectifs mais moi je me rends compte en 6 ans depuis que je suis à la fédération que en définitive les choses ont bien avancé et que surtout c'est bien structuré et c'est toujours dans le sens du patient. On met toujours le patient au cœur donc de la problématique, on va dire, pour pouvoir régler justement les problèmes donc du quotidien
bien, que ce soit pour les jeunes diabétiques, l'accompagnement dans les rentrées scolaires, les accompagnements professionnels. C'est ce qui me plaît dans cette mission, c'est qu'en définitive, chaque coup de fil qu'on va pouvoir amener, chaque personne qu'on va accompagner, on va être sur des choses totalement différentes. Donc c'est une source inépuisable et il y a aucune lassitude qui s'installe, aucune monotonie qui s'installe dans cet accompagnement-là. Et aussi bien en début d'année, quand on fait maintenant c'est ce que j'annonce, quand on fait notre assemblée générale, je dis voilà, on vous fait un prévisionnel, mais comme tous les ans et maintenant on a du recul, il va y avoir des événements importants qui vont se passer et qui sont pas programmés. Et ce sont des beaux événements que l'on fait parce que ça arrive et on se doit justement d'apporter cette aide-là. C'est une bonne conclusion, je trouve. En définitive, ce que j'annonce toujours au début donc des actions élan solidaire, lorsqu'on accompagne les personnes, je leur dis, et ce sera peut-être ma dernière phrase, le but, vous êtes ici, donc on est ici avec une pathologie. Le but, c'est que vous passiez donc dans votre dialogue, vous passiez de la phrase j'ai un diabète en disant j'ai mon diabète. C'est-à-dire que mon diabète est devenu mon compagnon de vie que je vais avoir jusqu'à la fin, donc jusqu'au moment où c'est que la vie en décidera. Et le mieux, c'est que on fasse ce parcours ensemble le mieux possible, de façon le plus sympathique possible. Et je rajoute des fois que c'est comme un enfant turbulent, sauf qu'il va jamais arriver à la majorité, on va jamais couper le cordon, et que de temps en temps, il faut le reprendre par la main, il faut lui réexpliquer comment ça fonctionne, et surtout, ne pas se laisser entraîner par ses caprices. Voilà. Et par expérience, ça fonctionne et personnellement, j'y crois. Voilà. Ok. Alors, comment peut-on contacter ton association et est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, site internet? Alors oui, nous donc on couvre donc les Alpes du Sud, 04 et 05. On nous trouve donc on nous trouve donc au 07 78 26 85 72. Donc on a une permanence téléphonique qui est donc 8h du matin à 20h le soir, 7 jours sur 7, uniquement parce que la pathologie, on l'a 7 jours sur 7. Donc, en règle générale, vous m'avez toujours au téléphone et au cas où vous me laissez un message dans la demi-journée, je vous rappelle. On peut nous trouver donc sur le site également, notre site internet AFED Alpes du Sud, sur lequel, il va y avoir des recettes, il va y avoir les photos de ce que l'on fait, etc. Et surtout, c'est une passerelle pour aller également sur le site de la Fédération française des diabétiques, sur lequel vous avez une mine donc d'informations à consommer, surtout sans consommation, et c'est donc garanti sans glucides. On peut nous trouver également sur Facebook, donc sur AFED 0405, où c'est que la page est mise régulièrement tous les 2 jours avec nos événements, avec des recommandations, avec plein d'informations pour pouvoir bien vivre avec la pathologie. Et surtout, vous pouvez également appeler si vous n'êtes pas donc sur notre juridiction, je vais dire, vous pouvez appeler donc la ligne d'écoute solidaire où vous aurez peut-être la chance de m'avoir au 01 84 79 21 56. C'est la ligne donc nationale, ouverte donc de 10h à 20h, 7 jours sur 7 également. Eh bien, je mettrai toutes ces informations sur les notes du podcast. Comme ça, les gens auront tout pour pouvoir te contacter. Merci beaucoup. Éric, je te remercie sincèrement pour cet échange que nous venons de partager. Il fut fort instructif et permettra de faire connaître, je l'espère, les associations de patients des régions de France. Au revoir à toutes et à tous et prenez bien soin de vous. Au revoir et puis je vous souhaite, puisqu'on est encore en janvier, une très belle et bonne année.
Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.